Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire. Alors aujourd'hui, je vous propose de suivre une histoire à la fois intellectuelle, spirituelle et politique, celle de la démocratie chrétienne. Quand apparaît la démocratie chrétienne? Comment la définir simplement entre capitalisme libéral et socialisme marxiste? Est-elle cette troisième voie qui cherche à mettre l'Évangile au cœur de la question sociale et de la vie démocratique? Nous allons voir comment, dès la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, des mouvements comme le Sillon de Marc Sangnier, mais aussi des figures comme Jacques Maritain, comme Maurice Blondel, posent de manière neuve la question de l'engagement des laïcs catholiques en politique, parfois même en tension avec Rome. Puis nous suivrons la démocratie chrétienne dans les tempêtes du XXe siècle, l'entre-deux-guerres, Vichy, la Résistance et surtout l'après-libération avec le mouvement républicain populaire, le fameux MRP. Est-ce que ce mouvement, ce MRP, marque l'apogée de la démocratie chrétienne en France ou déjà le début de son déclin? Autant de sujets que je vais avoir le plaisir d'aborder avec mes deux invités. Marie-Pierre Winantz, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directrice de la culture et du patrimoine à l'Université catholique de Lille. Vous avez passé votre thèse sur la démocratie chrétienne. Vous l'avez publiée aux éditions du Septentrion, La démocratie chrétienne, histoire d'un malentendu français, 1870-1970. Sarah Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'être aussi sur le plateau. Alors, vous êtes en train de travailler votre thèse de doctorat. Vous êtes donc doctorante à Paris-Saclay. Vous travaillez sous la direction d'un ami de ce plateau, François Jankoviak, que nous saluons, que nous avons déjà reçu ici, et vous travaillez sur la pensée, la doctrine de la démocratie chrétienne en France, mais aussi en Italie. Vous travaillez notamment sur les archives de Pie XII. Oui, tout à fait. Qui viennent donc d'être ouvertes et qui sont accessibles. Oui, grâce au pape François. Alors, je plonge dans le sujet. Je me tourne vers vous, Marie-Pierre Winantz. Quand apparaît la démocratie chrétienne, et sans déflorer l'ensemble des questions que je vais vous poser, est-ce qu'on peut la définir en quelques mots? Alors, le courant démocrate chrétien apparaît à la fin du XIXe siècle, dans le sillon, si je puis dire, le sillage du catholicisme social, des engagements des catholiques en politique. Et il est compliqué de définir un courant politique, puisque évidemment les enjeux se transforment au cours du siècle. Toutefois, le pape Léon XIII a défini la démocratie chrétienne, l'a circonscrite très sévèrement en lui retirant tout aspect politique en 1901 dans une encyclique et en lui attribuant le seul rôle de bienfaisance chrétienne, d'action sociale parmi le peuple et surtout pas de sens politique, ce sens politique pouvant blesser certains catholiques selon cette encyclique. Donc on a très tôt finalement une conception de la démocratie chrétienne assise socialement mais en dehors de l'action politique. Comment l'idée de démocratie chrétienne définie par Léon XIII peut mettre de côté l'aspect politique, Marie-Pierre Winantz? Alors, il s'agit en fait, effectivement, le catholicisme est universel, donc on va évidemment s'adresser à l'ensemble de la communauté. Il s'agit de rechristianiser ou de christianiser les masses, donc il ne s'agit absolument pas d'enfermer dans un parti. Dans le domaine politique. Exactement, et vraiment de se concentrer sur l'action sociale et c'est déjà beaucoup dire, surtout sur l'action religieuse à la fin du XIXe siècle. Alors je me tourne vers vous, Sarah Thomas. On sait qu'au XIXe siècle se développe le capitalisme, on sait l'économie capitaliste, on sait que se développe aussi la pensée marxiste, le socialisme. Est-ce qu'il faut considérer la démocratie chrétienne comme une troisième voie ? Si on se tourne vers le catholicisme social, il y a trois types de refus. Le refus de sécularisation,
le refus de l'individualisme et le refus du libéralisme. Avec ces 3 refus, les catholiques sociaux, puis plus tard la démocratie chrétienne, vont vouloir une société, un idéal de société organisée, qui va se baser sur la famille, le socle de la famille, qui pèse ou qui a comme socle l'idéologie de la corporation. C'est le corporatisme qui constitue le fondement, enfin un des principes essentiels de la démocratie chrétienne. Oui, et c'est en cela que ça va vraiment se dégager en 3e voie et ce sera différent du libéralisme et du socialisme. Marie-Pierre Winantz, il y a des penseurs, puisqu'on parle de corporatisme, il y a, sous l'influence de l'encyclique de Léon XIII, il y a des penseurs qui se dégagent à la fin du XIXe siècle. Oui, alors je vais vous répondre, mais sur la 3e voie, c'est très intéressant parce qu'effectivement, à la fin du XIXe siècle, cette 3e voie, elle est religieuse. Ouais. Elle est entre l'intransigeantisme, effectivement, et le libéralisme. Et finalement, quand on lit un manuel d'histoire politique et même d'histoire religieuse, cette 3e voie, au fil du XXe siècle, elle devient une 3e voie politique. Ça devient un centrisme entre la droite et la gauche. Et en fait, la démocratie chrétienne, puisque vous me demandiez de la définir, c'est une 3e voie sur différents plans. Sur le plan politique, entre la gauche et la droite, sur le plan religieux, vous l'avez dit Sarah, sur le plan également philosophique, ce n'est pas un individualisme, ce n'est pas un collectivisme, et donc effectivement c'est une 3e voie qui a beaucoup plus de relief que ce qu'on en a fait en l'aplatissant finalement sur un échiquier politique et en faisant une position centriste. À la fin du XIXe siècle, effectivement, Marc Sangnier, par exemple, qui n'est pas un penseur, qui est beaucoup plus dans l'action, fonde le Sillon, qui est un mouvement d'éducation populaire qui repose, si je puis dire, sur 2 jambes, qui prennent élan sur les encycliques léoniennes, l'action de ralliement des catholiques à la République, en lien évidemment avec l'encyclique Au milieu des sollicitudes, et le rapprochement des ouvriers au catholicisme par l'éducation populaire. Donc c'est vraiment, je pense, l'un des premiers, sans doute dans cette histoire démocrate chrétienne, l'un des premiers grands noms, effectivement, des grandes incarnations qui marqueront aussi les militants de l'action catholique notamment. Est-ce qu'on peut considérer la démocratie chrétienne comme une forme de révolution intellectuelle du Saint-Siège ? Il y a eu le ralliement qui a constitué, on a fait une émission sur le ralliement, même plusieurs je crois. Le ralliement, voilà, ça a été vraiment une véritable page qui se tournait pour le catholicisme français. Est-ce qu'on peut considérer la démocratie chrétienne et le fait que voilà, il y a un début de théorisation de la démocratie chrétienne comme une révolution, comme un changement dans la doctrine de l'Église, dans sa relation au monde? On l'a vu tout à l'heure, la démocratie chrétienne dans l'encyclique Gravis de Communi est définie par le pape Léon XIII. En 1901. En 1901. Et on voit bien une limitation, une restriction sur le champ politique au profit du champ social. Oui. Cette restriction va ensuite être levée avec le pape Pie XII en 1939 et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, où on va voir après l'essor des partis démocrates chrétiens. Sur le plan international. Oui, sur le plan international et en commençant vraiment sur l'échelle européenne. Est-ce que, en conséquence, est-ce que c'est une... Parce que le ralliement en soi, c'est un dialogue avec la modernité. Est-ce que la démocratie chrétienne, alors j'allais dire s'investir en politique, mais vous venez de dire que Léon XIII souhaite mettre le politique de côté. Est-ce que la démocratie chrétienne, dans la conception de Léon XIII, c'est aussi un dialogue avec la modernité? Alors, en tout cas, effectivement, il y a la démocratie chrétienne telle que souhaite effectivement la circonscrire et la définir Léon XIII, en tout cas cette encyclique, et il y a l'action des démocrates chrétiens. Ouais. Lorsque on observe leurs actions, leurs engagements, leurs écrits, puisque c'est aussi une histoire très intellectuelle, une démocratie chrétienne de papier qui se joue dans les journaux, qui s'écrit dans les revues catholiques, on observe effectivement que leurs engagements ne sont pas dans la droite ligne du magistère. C'est très clair. C'est plutôt une avant-garde politique dans le champ religieux, c'est-à-dire, au nom de cet intégralisme, au nom de l'Évangile, j'agis ici-bas
selon finalement une distinction des plans. Il ne s'agit pas du tout de revenir à un ordre social chrétien. Pas du tout, il n'y a pas du tout d'idéal de revenir à la chrétienté médiévale. Voilà. On n'est pas du tout dans cet idéal qui est l'idéal intransigeant, très important à la fin du XIXe siècle et sous le pontificat de Léon XIII. On n'est pas du tout dans cette philosophie-là, mais effectivement, au contraire, de l'engagement ici-bas, de l'engagement social et effectivement d'intérêt très très fort pour la modernité, ce qui vaudra aux démocrates chrétiens de cette époque un certain nombre de conflits ouverts vis-à-vis de la hiérarchie catholique. Alors, il y a deux mouvements qui vont poser la question de l'engagement politique des chrétiens. C'est le sillon de Marc Sangnier et l'Action française. Est-ce que, tout d'abord, quelle est la place, l'importance du sillon de Marc Sangnier et est-ce qu'on peut considérer Marc Sangnier comme une forme de père de la démocratie chrétienne en France ? Alors oui, sans doute. Alors moi, j'aime pas trop cette notion de père parce qu'effectivement, ça fixe et ça donne des contenus assez fixes à un courant politique qui bien sûr évolue, mais effectivement, il incarne effectivement cette démocratie chrétienne à la fin du siècle. Sur l'Action française et le Sillon, ils ont pour point commun, et ça n'est pas rien dans la suite de l'histoire démocrate chrétienne en France, ils ont pour point commun de finalement proposer des débouchés politiques aux engagements, alors évidemment pas du tout sur le même axe, et la réponse du Saint-Siège est la même dans les deux cas, c'est-à-dire pas de politique. Donc c'est vrai pour le Sillon, puisque le pape ne condamne pas en fait le Sillon, il condamne les débouchés politiques, ce qu'on appelle le grand Sillon, c'est-à-dire les tentatives, les aventures politiques que veut entreprendre Marc Sangnier. C'est Pie X, c'est Saint Pie X qui condamne le Sillon. Exactement, en 1910, donc évidemment dans un contexte aussi très antimoderniste pour le pontificat. Et en 1926, bien sûr, l'Action française, le politique d'abord, est évidemment de Charles Maurras, impossible, voilà, pour le fait que Maurras, on fera une émission sur l'Action française et la condamnation de l'Action française en 1926, puisque cette année c'est le centenaire de cette condamnation. L'Action française, c'est un mouvement royaliste, un mouvement nationaliste qui est dirigé par Charles Maurras, et il a cette phrase, ce politique d'abord, tout est politique avant tout. Et c'est ce qui amène sa condamnation ? Oui, et ce à quoi le Saint-Siège, par l'entremise de Jacques Maritain, par la plume de cet intellectuel catholique, va répondre la primauté du spirituel. Donc on a bien finalement la réponse, non pas le politique d'abord, mais la primauté du spirituel. Et effectivement, vous parliez des intellectuels tout à l'heure, la condamnation de l'Action française met en avant, autorise, légitime les intellectuels catholiques qui auparavant n'étaient absolument pas autorisés au sein de l'Église. Mais alors c'est intéressant parce que vous montrez au fond que le fondement de la condamnation par Pie X, Saint Pie X en 1910 et par Pie XI, la condamnation de l'Action française en 1926, relève de la même matrice intellectuelle, à savoir que ces deux mouvements mettent trop le politique en avant ? Oui, en tout cas, il s'agit, alors matrice intellectuelle, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'agit effectivement de circonscrire et de absolument pas se confondre avec un engagement politique dans le siècle. Ça, c'est absolument condamné dans les deux cas, ce qui a évidemment un effet pour la suite de l'histoire, puisque on ne pourra pas avoir une action politique claire et se dire catholique dans la suite des encycliques, évidemment. Oui. On sait que l'Action française, la condamnation sera levée. La condamnation du Sillon sera levée également ? Alors, à ma connaissance, je n'ai pas de connaissance de texte qui lève cette condamnation. Officiellement Officiellement mais je pense que le mouvement a disparu et je n'ai pas de connaissance de texte qui soit revenu. De toute façon, les membres du Sillon, la première génération démocratie chrétienne française, vont se retrouver dans le MRP. Dans le mouvement républicain populaire dont nous avons parlé tout à l'heure. Oui. Et quand le MRP va être constitué, on va demander à Marc Sangnier d'être son président d'honneur. Marc Sangnier va refuser en 1944 parce qu'il a des disciples, ça va le gêner, et il acceptera en 1945 jusqu'à sa mort en 1950. Est-ce qu'on peut dire
ce que vous disiez tout à l'heure, que finalement le Saint-Siège, avec Pie XII, évolue sur cette question. Il lève la condamnation de l'Action française, il ne lève pas celle du sillon, mais malgré tout, il considère que le politique, que les mouvements chrétiens peuvent s'engager en politique. Est-ce que c'est une petite révolution intellectuelle ? Oui, et puis ça répond aussi à l'ère du temps, à la montée des régimes totalitaires et pour les catholiques à retrouver aussi un sens à leur vie et une possibilité de pouvoir participer à la politique. Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'angle mort pour le Saint-Siège de ne pas justement s'investir dans les années 20 et plus encore dans les années 30 à cause des totalitarismes, un angle mort intellectuel, le fait de ne pas s'engager en politique alors que les totalitarismes émergeaient. Est-ce qu'il y a une forme de retard de la part du Saint-Siège ? Alors de ne pas s'engager, on leur a aussi reproché de trop s'engager, puisque finalement il y a eu une forme, dans plusieurs pays d'ailleurs, de légitimisme de pouvoir en place, au nom justement de ce refus d'engagement et de prise de position politique, ce qu'on retrouvera d'ailleurs pendant le régime de Vichy, et ce qui sera très critiqué bien sûr à la Libération. Donc ce rapport finalement de neutralité vis-à-vis du pouvoir politique, quel qu'il soit, et donc de ne pas, en clair, de ne pas prendre parti et de surtout pas consentir à donner sa voix à un parti politique, et en creux, effectivement, parfois, de ne pas lever la voix, de ne pas retirer le nonce apostolique, par exemple, en signe de protestation, et ça, ce sera aussi effectivement très reproché. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Sarah. Effectivement, l'engagement possible, l'engagement politique possible à la Libération, et surtout la reconnaissance officielle par le pape en 1942-1944 surtout de la démocratie. Et ça change tout pour les démocrates chrétiens, effectivement, puisqu'il ne s'agit plus de dire que quand on est chrétien, on peut être démocrate, mais que, au contraire, la démocratie tire son sens de l'Évangile. C'est d'ailleurs les écrits de Jacques Maritain dont on n'a pas encore parlé, mais qui sont évidemment au cœur aussi de cette histoire. Et donc, la démocratie étant le meilleur régime, effectivement, il n'y a absolument plus d'impossibilité d'être démocrate chrétien, puisque étant démocrate, il faut certainement être démocrate chrétien. Alors, nous disions tout à l'heure que Sangnier était dans l'action. Sangnier est dans l'action et Maritain, c'est le penseur de la démocratie chrétienne. C'est un penseur. Il ne s'est pas engagé en politique. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Emmanuel Mounier, penseur du personnalisme. Il y a Blondel aussi, penseur de l'action. Et il y a aussi tous les intellectuels démocrates chrétiens qui ne sont pas forcément inscrits en politique dans les années 30, mais qu'on retrouve dans la CJF, dans la JEC. La CGF, c'est l'Action catholique de la jeunesse française. D'accord. La jeunesse étudiante chrétienne, qui vont, et même les semaines sociales de France, qui vont s'investir, qui vont parler lors de congrès, ils vont choisir des thématiques juridiques, politiques, et tout ceci, en plus de la presse, va permettre de préparer une doctrine en fond avant d'aboutir au programme politique du MRP. Donc on peut dire que l'entre-deux-guerres, c'est vraiment la période de maturation pour le monde laïque d'une démocratie chrétienne ? C'est un laboratoire. C'est un laboratoire. Marie-Pierre Vinant ? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Effectivement, la spécialisation de l'Action catholique dans les années 20 prépare aussi une nouvelle génération engagée. Alors là encore, j'ai étudié le programme institutionnel de cette Action catholique dont on sait qu'elle a mené à nombre de débouchés partisans, syndicaux, associatifs très diversifiés. Donc quel était le programme institutionnel ? Ça ne vous étonnera pas, il n'était pas politique, il était religieux avant tout. Mais toujours est-il qu'il a préparé effectivement cette première génération, dirons-nous, de démocrates chrétiens qui s'engagera au PDP, au Parti démocrate populaire, dès les années 20, et bien sûr qui se retrouvera au MRP et avant cela dans les réseaux de la résistance. Mais il y a toujours cette volonté, projet spirituel, projet religieux, il y a toujours cette volonté de rechristianiser la France ?
Oui, ça se retrouve à la fois, comme on vient de le dire, dans les programmes de l'Action catholique, dans la presse catholique qui est engagée. Oui. Mais quand on regarde de plus près les archives, on se rend compte que certains démocrates chrétiens, André Colin par exemple, quand il va écrire à Albert Cortet, un autre démocrate chrétien qui va s'engager dans le MRP, vont parler d'une cité chrétienne ou d'une cité de Dieu à reconstruire pour le chant français. Marie-Pierre Winantz ? Oui, effectivement. Alors, là encore, je pense qu'il faut distinguer le souhait, le projet de l'autorité religieuse et ce qu'en feront ces produits, les jacistes, les jossistes, etc. Il y a effectivement, avant tout, un souhait qui est d'ailleurs assez... qui a des racines intransigeantes, là, pour le coup, du catholicisme social, de refaire chrétienne la France, de rechristianiser les masses populaires. Et puis, il y a les engagements d'avant-garde politique, démocratique de ces produits, notamment Georges Bidault, qui était très engagé à la CJF, qui était l'un de ses grands noms dès le début. Et effectivement, toute cette génération dont vous avez cité quelques grands noms, dans la presse également, mais ça n'est pas tout à fait, finalement, et l'Église remarquera, observera ce décalage dans le second après-guerre, ce n'était pas tout à fait le programme souhaité par le Saint-Siège. Alors ça, c'est intéressant parce que j'allais vous poser la question, comment les évêques, comment les prêtres de France voient l'Action catholique, voient tous ces mouvements, voient ce laboratoire, cette maturation intellectuelle. Est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce que les prêtres participent aux différents écrits? Est-ce que les évêques sont présents lors des congrès, s'il y a des congrès, des réunions, etc. Ou voilà, il y a cette distinction laïque, claire, qui serait très clair, qui serait, c'est le cas de le dire, très clair, et voilà, on ne confondrait pas en quelque sorte les genres. Il y a quelques contacts. Oui, quelques contacts. Quelques contacts, mais pas avec n'importe qui. Oui. Par exemple, pour le cas d'André Colin, il va beaucoup parler avec le père Lambert. Mais pour la haute hiérarchie du clergé français, il va s'en abstenir. Oui. Il y a vraiment une distinction. Donc ce sont plus des contacts personnels que des contacts institutionnels? Je dirais oui, pour certains démocrates chrétiens. Méfiance? Oui. Alors, puisque là, voilà, vous avez des actions de laïcs dans la cité, c'est l'Action catholique. L'Action catholique est soutenue par le Saint-Siège, mais il y a quand même des fossés qui se créent à la fois entre l'institution nationale, les évêques, les diocèses, les prêtres et aussi le Saint-Siège. Bien sûr, et là encore, on a toujours finalement cette même histoire entre ce que souhaitait avec le programme institutionnel de départ, le Saint-Siège, et finalement ce qu'en font les laïcs, puisqu'apparaissent finalement cette catégorie très particulière du laïcat en France, et les engagements évidemment politiques, syndicaux. C'est vrai dans l'entre-deux-guerres, mais c'est surtout vrai après la Seconde Guerre mondiale, puisque effectivement, d'ailleurs, des mouvements d'action catholique seront condamnés, ou en tout cas le mandat épiscopal leur sera retiré, parce qu'ils seront trop politisés pour pouvoir prétendre à la reconnaissance religieuse officielle. Donc on a toujours, alors que ce sont des mouvements qui ont été créés par la hiérarchie catholique, donc on a toujours cette histoire finalement d'action sociale, c'est-à-dire dans la société aussi, mais surtout pas de politique. Or, effectivement, quand on est auprès des ouvriers, quand on s'engage dans les usines, c'est très compliqué de ne pas avoir d'action syndicale, d'action politique à leur côté. Est-ce qu'on peut dire, Sarah Thomas, que voilà, vous évoquiez les différences, j'allais dire, de nature entre Maritain, Blondel, Emmanuel Mounier. Ces hommes ont conscience de travailler à quelque chose de nouveau, mais est-ce que, parce que c'est vrai que nous, Français, on a tendance à voir les choses à travers des partis, et donc est-ce que ces gens ont conscience d'être une forme de parti avec ces chefs qui avancent dans un même sens, qui est la rechristianisation de la France, ou voilà, ils ont conscience de leur division, de leurs différences de perception, de leurs différences d'action, de conception pour rechristianiser la France? Je pense qu'ils ont trouvé un sens, leur sens d'être engagés
dans la cité. Et qu'ils ont confiance aussi que leurs pensées peuvent être contradictoires entre elles. Ils peuvent ne pas être d'accord sur un point, oui. Mais ça restera constructif. Ça restera constructif pour l'établissement de la doctrine. Mais donc, non pas ils se soumettent, mais ils estiment que le projet est plus grand, au fond, que leur division. Et ils avancent ensemble, on peut le dire? Oui, je le dirais, oui. Marie-Pierre Vianant? Oui, effectivement, si on regarde notamment dans cet entre-deux-guerres, entre les partisans de la Jeune République, donc le mouvement politique de Marc Sangnier qu'il créera après la condamnation du Sillon, et les militants démocrates chrétiens, eux aussi, du PDP, ils ne se situent pas du même côté de la barricade. Le Parti démocrate populaire. Voilà, pour reprendre une expression du journal Jeune République. Et effectivement, ça ne les empêche pas de se retrouver dans des comités éditoriaux, par exemple, de journaux, d'être amis par ailleurs, mais ils n'en déduisent pas nécessairement les mêmes conceptions politiques. Comment trouver, donc le Parti démocrate populaire, je ne sais pas si on l'a dit, mais il est fondé en 1924, et en 1924, c'est le cartel des gauches. Oui. La gauche est au pouvoir, elle revient, alors elle ne reste pas longtemps, mais en 1936, elle revient au pouvoir. Est-ce que finalement le premier concurrent du Parti démocrate populaire, qui est d'essence chrétienne, n'est pas finalement le Front populaire avec ses avancées sociales? Est-ce que le Parti démocrate populaire pouvait être mieux disant, si je puis dire, en proposition électorale que le Front populaire? D'ailleurs, la Jeune République participe au Front populaire. Donc c'est là, finalement, Georges Bidault disait le froment est broyé entre deux meules, c'est-à-dire qu'on veut faire l'action politique que font les socialistes, mais avec la philosophie ou le catholicisme en pensée qui nous rallie de toute façon toujours à la droite. Donc on est vraiment dans cette conjoncture défavorable pour les démocrates chrétiens, sauf effectivement pour la Jeune République qui se rallie au Front populaire, mais qui du même coup perd sa spécificité et qui pèse assez peu d'ailleurs dans... Donc la Jeune République a été créée à quel moment? Alors a été créée la Ligue de la Jeune République en 1912 et la Jeune République ensuite en 1936. D'accord. Oui, donc en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que quand même il y avait plusieurs... Enfin, c'est paradoxal, c'est-à-dire que il y a une forme même de contradiction, plus qu'un paradoxe, une contradiction, parce que vous avez des partis politiques qui se créent, des partis politiques démocrates chrétiens, le Parti démocrate populaire, la Jeune République, et en fait, ils sont bloqués en quelque sorte dans leur engagement parce que le Saint-Siège voit les choses différemment. Exactement. Ouais. Et leur premier concurrent, c'est le Front, populaire. Je voudrais qu'on s'arrête un peu aussi sur ces œuvres que vous évoquiez. Il y a des œuvres de jeunesse, il y a des journaux, il y a cette maturation intellectuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce laboratoire? Est-ce que c'est un laboratoire très vivant entre deux guerres qui permettra plus tard l'émergence du MRP? C'est un territoire vivant car il y a des congrès qui sont organisés tous les ans. Ouais. Par exemple, en 1936, on va célébrer le cinquantenaire de l'Action catholique de la jeunesse française. Et c'est André Colin qui va devenir président en janvier, qui va s'en charger et qui va tisser vraiment un programme permettant de rassembler toute la jeunesse inscrite dans l'Action catholique. Quand il deviendra par la suite secrétaire général des Semaines sociales de France en 1938, là c'est Eugène Dutoit, un président de droit de l'Université de Lille qui est président général. Il va permettre de faire un rattachement, la passerelle entre l'Action catholique et les Semaines sociales. Et ceci va permettre de faire d'autres congrès et d'élargir ce spectre. Alors, on va, parce qu'il reste un peu moins de 20 minutes, on va avancer dans le temps parce que
on doit voir l'apogée, mais avant de voir l'apogée avec le MRP, il y a le temps de la guerre. Le temps de la guerre, il y a le temps de Vichy, la collaboration. Comment la démocratie chrétienne réagit face à l'arrivée du maréchal Pétain? On parlait de Maurras tout à l'heure, Maurras parlait de divine surprise. Est-ce que la démocratie chrétienne voyait Pétain comme une forme de divine surprise permettant, au fond, je force le trait un peu de manière volontaire, de rechristianiser la France? Effectivement, tous les démocrates chrétiens ne parlent pas d'une même voix et tous ne sont pas résistants tout de suite, loin de là, notamment parmi les députés du Parti démocrate populaire, mais quelques grands noms s'élèvent assez vite et c'est cela aussi que l'histoire retient en France, mais aussi à New York, autour de Jacques Maritain notamment, qui peut avoir une action résistante parce que justement il n'est pas sur le sol français et qui rédige notamment un opus qui met à mal fortement le modèle suranné des partis politiques de la Troisième République qui a conduit au désastre et qui est passé sous le manteau à plus de 10 000 exemplaires. Donc c'est une action qui se fait aussi vraiment par les intellectuels, là encore, et qui évidemment prépare la suite. Il y a une résistance spirituelle, on peut parler d'une forme de résistance spirituelle également dans les années de collaboration. Ah oui, bien sûr, très importante, c'est le témoignage chrétien, et qui est effectivement les cahiers, les courriers du témoignage chrétien, qui sont une résistance spirituelle, qui sera d'ailleurs critiquée par la hiérarchie catholique, qui les appellera parfois des théologiens sans mandat. Donc là encore, on a qui a le droit de parler et pour dire quoi. Et évidemment, on relira différemment ce type d'insultes après la guerre, bien sûr, puisque on regardera qui avait raison, bien sûr. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y avait des députés, en fait, des partis démocrates chrétiens, du Parti démocrate populaire et de la Jeune République. L'ensemble de ces députés ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain? Oui, en tout cas, une trentaine, effectivement, signent la confiance. Et après, voilà, certains, évidemment, changeront, mais comme dans toutes les formations comme politiques. beaucoup. Champetier de Ribes n'a pas signé, a signé contre les pouvoirs du maréchal Pétain et contre le régime de Vichy, par exemple. Donc il y a eu des figures qui se opposaient. Je voudrais qu'on s'arrête sur Maritain, parce que Maritain, c'est un cas assez particulier. Vous le disiez, il est exilé aux États-Unis. Il refuse de s'engager dans la résistance ou il refuse de rallier le général de Gaulle? Alors, il est pleinement engagé dans la résistance. C'est très clair. Sa femme est juive, Raïssa Maritain. Il est absolument engagé dans cette histoire démocrate chrétienne. Je rappelle qu'il est né en 1882, mort en 1973, donc il est vraiment sur cette histoire. Il connaît très bien 4 papes. Et il est effectivement l'un des premiers intellectuels catholiques à avoir ce succès aussi et cette aura auprès des catholiques. Il a un réseau très important dès l'entre-deux-guerres à Meudon, qui réunit énormément d'intellectuels et pas que, des artistes. On ne parle pas beaucoup de politique, on parle de littérature, on parle de religion bien sûr. Et effectivement, il s'exile aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et il prend contact, c'est lui qui le contacte, avec le général de Gaulle en 1941. Ils entretiennent une correspondance en 1941 et 1942. Et ce que j'ai trouvé passionnant dans cette correspondance, c'est que finalement, on voit les points d'achoppement entre 2 projets qu'on pourrait qualifier de démocrates chrétiens et de gaullistes, bien avant, finalement, que l'on dise un peu vite le MRP et le RPF, en 1947. Donc on voit le point d'achoppement qui est une démocratie populaire. Donc on retrouve l'action chrétienne parmi le peuple voulue par Jacques Maritain, qui n'est pas un homme politique, qui est un savant, qui est un intellectuel, peut-être un idéaliste, qui veut tout refonder, qui veut tout refaire après ce grand désastre qu'est la Seconde Guerre mondiale. Et le général de Gaulle, dont évidemment c'est une lecture a posteriori que je fais, mais dont on sait la verticalité du pouvoir. Donc il y a dans le mode de représentation politique un désaccord fondamental. Jacques Maritain, malgré l'insistance du général de Gaulle, ne le rejoindra pas à Londres. Et l'histoire s'arrête là d'une certaine manière, même si
le général de Gaulle nommera Jacques Maritain ambassadeur de France près le Saint-Siège dès 1945. Donc c'est aussi une reconnaissance. Sarah Thomas, votre thèse de doctorat, vous travaillez sur une comparaison de la démocratie chrétienne et en France et de l'autre côté des Alpes en Italie. Est-ce qu'on retrouve un peu la même progression à la fois dans l'entre-deux-guerres, mais avec un élément tout autre en Italie, puisqu'il y a le développement du fascisme. On retrouve les mêmes types de figures, les mêmes types d'engagements, où il y a des différences notables? Il y a des figures démocrates chrétiennes italiennes qui se ressemblent. Par exemple, il y a des démocrates chrétiens transfrontaliers. C'est le cas de Robert Schuman. Et c'est aussi le cas d'Alcide de Gasperi. Ces deux personnes, pendant la guerre, vont être amenées à être emprisonnées, vont travailler sur la Bible, et ces deux personnes, par la suite, seront de très grandes figures démocrates chrétiennes, chacun dans leur propre parti politique. Par ailleurs, il y a aussi des démocrates chrétiens qui vont être engagés comme maritains et qui vont s'exiler aux États-Unis. Je vois par exemple la figure de Don Luigi Sturzo, qui a été le grand chef du Parti populaire italien, fondé en 1919. Donc c'est vraiment la première forme de démocratie chrétienne italienne, avant la Democrazia Cristiana, le parti politique d'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a des parcours identiques. Il y a des parcours identiques et il y a aussi des démocrates français, chrétiens français qui vont partir en Italie. Donc, ils ont un même réseau. Ils se rencontrent, soit quand certains vont à Rome, d'autres à Paris. Ils se connaissent entre eux. Ouais. Il y a une internation. Oui, allez-y. C'est aussi l'importation du popularisme qu'on doit à l'Italie, effectivement, pour éviter le label démocrate chrétien, qui est un peu dérangeant, qui est un peu confessionnel pour nous Français. Et effectivement, Luigi Sturzo, traduit en français par Marcel Prélot. Donc on a aussi ces réseaux qui datent de l'entre-deux-guerres autour de certaines revues, comme Politique notamment, et de l'importation du popularisme. Il y a une internationale démocrate chrétienne ou pas? Il y a une volonté d'internationaliser ou d'européaniser la démocratie chrétienne. D'accord, très bien. Alors, on en vient à la fin de la guerre, à l'après-guerre, avec le mouvement républicain populaire. Il nous reste une douzaine de minutes. Peut-on considérer l'époque du MRP comme l'apogée de la démocratie chrétienne? Alors effectivement, on lit souvent que c'est un âge d'or. Je dirais plutôt que c'est un âge de raison, c'est-à-dire qu'effectivement, les démocrates chrétiens arrivent au pouvoir. Alors déjà, parviennent à se structurer au sein d'un même parti politique, c'est très nouveau pour eux, qui avaient beaucoup de désaccords durant l'entre-deux-guerres, et effectivement arrivent au pouvoir dans des conditions que l'on connaît bien, de compromission de la droite. Et effectivement, on considère du même coup un peu vite que c'est l'âge d'or de la démocratie chrétienne en France. Et ensuite, on lit les échecs LIE, les échecs de la démocratie chrétienne à ceux des partis du MRP et des partis centristes successifs. Or, quand on étudie cette histoire démocrate chrétienne en regardant les relations entre champ politique et champ religieux, on se rend compte que finalement les difficultés ne sont pas tant ou pas premièrement dans le champ politique, mais dans le champ religieux. Comment reconstruire ces relations ? Après ce qu'on a dit, notamment pendant la guerre, comment reconstruire cette confiance ? Georges Bidault, qui était bien sûr président du CNR, des résistants. Le Conseil national de la résistance. Voilà, pendant la guerre, devient ministre des Affaires étrangères et évidemment a des comptes à régler vis-à-vis de la hiérarchie catholique. Il demande la démission de tous les évêques, en tout cas de 24 grands noms, et le Saint-Siège lui fait savoir, lui rappelle que il y a séparation des églises et de l'État et que donc c'est à l'Église qu'il revient de nommer ses évêques et archevêques. 3 seulement seront démissionnés. Et je crois qu'on a là finalement le point d'achoppement de ce que peut être la démocratie chrétienne en France, qui a les positions de pouvoir en politique, mais pas dans le champ religieux,
et encore toujours cette même histoire d'instabilité finalement des relations politico-religieuses, puisque c'est de ça dont il s'agit, et avec des évêques et des archevêques qui ne comprendront pas bien les engagements des démocrates chrétiens après-guerre, non pas en politique, mais les engagements de l'Action catholique, des missions de France qui apparaissent aussi après-guerre, de cette nouvelle histoire qui se structure non plus autour de l'enjeu démocratique, puisque cette question est réglée finalement avec la reconnaissance par Pie XII, mais autour de la question du populaire. Comment être au peuple? Comment être parmi le peuple? Là encore, une grande question du catholicisme social. Après-guerre, le MRP est considéré comme un parti de droite ou concurrent du RPF, du Rassemblement du peuple français de De Gaulle, ou davantage un parti de centre-gauche? Ça va évoluer au fur et à mesure de la 4e République. Oui. Il y a certains démocrates chrétiens qui vont se détacher du MRP. Le Edmond Michelet, par exemple, va se rattacher à la figure de De Gaulle. Et d'autres vont rester pancartés MRP. Et même si, au fur et à mesure des gouvernements, la représentation des démocrates chrétiens sera amincie, il restera quand même des techniciens, on va dire, des grandes figures démocrates chrétiennes qui resteront dans le gouvernement. Pourquoi le MRP décide de s'engager auprès de la gauche et refuse de s'allier au RPF de Gaulle? Alors, c'est sans doute pour se distinguer, pour exister. Évidemment, s'il y a fusion avec le RPF, le MRP n'a plus vraiment de raison d'être. Et effectivement, la stratégie des leaders à ce moment-là, donc on est sous la 4e République, qui est aussi une république dont on dit qu'elle a elle-même été une parenthèse. Donc, bon, c'est pas forcément un âge d'or dans un grand moment politique de notre histoire. Effectivement, les démocrates chrétiens vont vouloir être les catholiques parmi la droite. Ça va être la stratégie des leaders du MRP, et donc, ce faisant, vont peu à peu délaisser l'histoire et l'étiquette démocrate chrétien au profit de, finalement, un conservatisme catholique de bonne aloi, qui effectivement se distinguera très mal du gauchisme. Qui se distingue mal parce que finalement c'est le RPF qui remporte la mise, c'est lui qui attire les catholiques. Oui, et ce qu'on oublie un peu rapidement dans cette histoire, c'est que par ailleurs, le label démocrate chrétien, l'étiquette démocrate chrétienne perd son potentiel identificatoire auprès de toute une autre frange de catholiques qui aurait pu être la nouvelle génération de l'avant-garde politique au sein du champ religieux, c'est-à-dire venant de l'Action catholique ou des missions, s'engageant socialement auprès des masses populaires et s'engageant politiquement. Et toute cette histoire, finalement, est confisquée, puisque la démocratie chrétienne est synonyme du centrisme. Oui, est synonyme du centrisme. Est-ce que, dès lors, on peut dire que l'idée d'une révolution catholique, de l'investissement des catholiques dans la cité, avec l'échec du MRP, ou en tous les cas sa réorientation, constitue l'échec de la démocratie chrétienne en France? Il y a encore des personnalités politiques qui se revendiquent comme étant démocrates chrétiens aujourd'hui. Et qui continueront. Ouais. Et qui continueront. Je pense qu'il y a surtout un problème de modernité des programmes politiques. À l'époque? Oui. Il n'y a pas eu, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de renouveau doctrinal. Il n'y a pas eu de renouveau doctrinal, il n'y a pas eu de programme finalement d'établi, il n'y a pas une vision, il y a peut-être une vision globale, mais de manière très concrète. Pour le dire autrement, les grands penseurs démocrates chrétiens commencent à mourir après les années 50. Enfin, à partir des années 50, Marc Saulnier décède en 50. Sturzo, pas très loin derrière. Donc, il n'y a plus de renouveau, de sensibilité intellectuelle. Et c'est ce qui va, en quelque sorte, affaiblir vraiment la doctrine
de la démocratie chrétienne. Oui, et puis là encore, l'Église condamne les théologiens dès lors qu'ils ont un discours politique. Donc ce renouveau n'est pas permis non plus par l'Église. Or, qu'est-ce que la démocratie chrétienne, si ce n'est un engagement politique au nom de sa foi catholique? Donc il reste compliqué d'avoir un discours politique durant toute cette histoire du XXe siècle, finalement. Et quand ça sera enfin autorisé, dans les années 60-70, eh bien, ce sera au profit du libéralisme, c'est-à-dire la foi pour la sphère privée, et puis, je dis très distinguée de la sphère publique. Ouais. Est-ce que je vais terminer peut-être par une question un peu provocante, c'est que la démo, certes échec en France, alors je ne sais pas ce qu'il en est l'Italie, mais puisqu'il reste 4 minutes, mais il y a ce projet européen qui est porté par Pie XII, avec une forme là aussi de questionnement. Le Zentrum a voté les pleins pouvoirs à Hitler, Mussolini a été en partie soutenu en Italie, Pétain en France, par certains démocrates chrétiens, et pourtant cette internationale démocrate chrétienne porte un projet européen. Oui, alors ça, c'est peut-être une lecture ex post que l'on fait effectivement de la primauté du sentiment européen des démocrates chrétiens, en tout cas en France, puisqu'elle apparaît vraiment dans les années 50, comme vous le disiez, Sarah, aussi autour d'amitiés transfrontalières. Pourquoi est-ce que ce sont les démocrates chrétiens qui se saisissent de cette question? Parce que c'est une question de la libération et que les démocrates chrétiens sont au pouvoir. Jean Monnet n'est pas démocrate chrétien. Voilà, il y a aussi cette reconstruction, mais en perte de distinction, de critères distinctifs vis-à-vis du gaullisme. Effectivement, l'Europe constitue sans doute un élément distinctif intéressant, comme d'autres, comme l'école privée, par exemple, pour se distinguer de concurrents à droite. Le projet de Pie XII, enfin, ce projet est soutenu par Pie XII. On a fait une émission avec Philippe Chenot sur cette question. Je renvoie nos auditeurs à cette émission, mais Pie XII soutient ce projet. Est-ce qu'il le fait dans la même perspective qu'un Léon XIII dans son encyclique que nous évoquions au début de cette émission? Alors oui, effectivement, il l'actualise, c'est-à-dire qu'il rend l'action civique possible. Il va un petit peu plus loin qu'évidemment Léon XIII, et c'est dans les deux cas par anticommunisme, par peur effectivement du communisme et de cette grande concurrence qui, elle, est clairement et de manière revendiquée politique. Oui. Un dernier mot, Sarah Thomas, par rapport à ce... Juste pour rebondir, et il le fait directement au début de son pontificat avec sa première encyclique, Summi Pontificus, de 1939, qui vise à établir un nouvel ordre. Un nouvel ordre international. Et il soutient également l'ONU. Eh bien, merci à toutes les deux d'être venues évoquer cette question de la démocratie chrétienne. Marie-Pierre Winantz, vous avez publié votre thèse aux éditions du Septentrion, donc l'Université de Lille, La démocratie chrétienne, histoire d'un malentendu français, 1870-1970. Et vous, Sarah Thomas, eh bien, vous travaillez toujours, et nous vous souhaitons tous nos vœux de succès. Vous êtes doctorante à Paris-Saclay. Vous travaillez avec François Jankowiak, donc sur cette question de la pensée, de la doctrine de la démocratie chrétienne en France et en Italie. Il s'agit d'une étude comparée. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs et chers auditeurs, pour votre fidélité à notre émission. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Nous avons évoqué Pie XII, nous avons évoqué la question de l'occupation et du rôle de l'Église. Tout cela sont des sujets que nous avons déjà abordés dans d'autres émissions, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com afin d'écouter ces émissions, de regarder ces émissions avec énormément, bien évidemment, d'invités. Il me reste aussi à vous renvoyer sur Storia Voce. Donc Storia Voce, c'est notre partenaire. Storia Voce, c'est plus de 750 podcasts, 800 même podcasts disponibles, non pas simplement sur l'histoire du christianisme, mais sur l'histoire des civilisations, l'histoire de la Grèce, l'histoire romaine, etc. N'hésitez pas à vous rendre sur storiavoce.com et à faire votre choix. Il me reste à vous remercier et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.